Bonjour à Est-ce tous, je m'appelle Sylvain Colomer. Alors comme l'a dit Arnaud, je suis un ancien du laboratoire ETIS et je suis actuellement en postdoc au Canada. Je travaille avec Ingo Sminger, qui est un professeur en biologie végétale, et je travaille dans le projet FASPHENO, qui est un gros projet à l'échelle du Canada, à mes yeux, d'où il y a beaucoup d'universités qui ont des partenariats et Service Canada, qui est en fait la société de protection et de gestion des forêts au Canada, et ce projet consiste en fait à travailler sur le développement d'outils de phénotypage des forêts, qui utilisent des drones pour améliorer la protection des forêts. Donc je vais vous expliquer tout ça, un peu après. Heu, voilà. Alors cette présentation, elle est, centrée autour de 5 grandes parties. D'abord, je vais vous parler du contexte qui est de l'augmentation de la mortalité des arbres dans le monde, qui est un phénomène que moi, avant ce postdoc-là, je me rendais pas compte que c'était quelque chose d'aussi «grave» entre guillemets, et ce qui a donné les raisons de la création du projet FASPHENO et de beaucoup de financements, de ce genre de projet au Canada et dans beaucoup de pays. Après, je vais vous présenter le projet FASPHENO, quels est ses objectifs et pourquoi est-ce qu'il a été créé, et enfin je vais vous présenter un petit peu, les grandes choses qui ont été faites dans le projet FASPHENO, là où on en est et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Alors j'ai mis quelques petites images un petit peu, pour, illustrer tout ça. D'abord, pour la mortalité des arbres, on a en haut à droite une forêt canadienne qui a subi une grande mortalité due à une sécheresse en 2001. C'est un petit peu le genre de forêt qu'on a dans certains endroits parce qu'il y a eu, vraiment des grosses conséquences sur ces forêts-là qui sont pas trop adaptées à la chaleur, et en bas, c'est une des forêts qui a été plantée pour le projet FASPHENO de 6 000 arbres, heu, ce qui pour moi est quand même assez impressionnant de se dire que pour un projet, on va planter une forêt de 6 000 arbres. OK, donc pour vous donner déjà un petit peu de contexte, le projet FASPHENO a vraiment été créé à cause, d'une observation qui est assez, inquiétante, qui est une augmentation globale de la mortalité des arbres dans le monde. Donc déjà, les forêts, qu'est-ce que ça représente pour nous? C'est 31 de nos surfaces émergées. Ça a un rôle essentiel dans la production d'oxygène et dans la séquestration de carbone. Ça veut dire qu'en fait, énormément de carbone, est gardé par les forêts et ne doit pas être rejeté dans l'environnement, au risque d'avoir des grosses conséquences climatiques. Bon, ça fait un peu des répétitions, je pense, de choses qu'on connaît tous, mais les forêts, c'est important. C'est aussi l'habitat, de pas mal d'espèces animales, de la biodiversité, et c'est aussi un rôle essentiel dans nos sociétés puisqu'on en est très dépendant de tout ça, notamment pour le chauffage, pour, pas mal de choses en tout cas. Et vraiment le problème, c'est qu'en fait, avec le changement climatique, on a eu une augmentation assez extrême des événements dits climatiques extrêmes. Ça veut dire en gros les sécheresses, par exemple. Donc en fait, depuis quelque chose comme 1960, on a vécu pas mal de sécheresses et on en a vécu plus qu'avant. Le problème, en fait, c'est que les forêts, de beaucoup d'endroits n'avaient jamais vécu ce genre de sécheresse et sont donc pas forcément adaptées à ce genre de situation. Typiquement, le Canada est un très bon exemple de ce genre de problème. Et donc, ces sécheresses ont pour effet d'augmenter à l'échelle internationale, de beaucoup la mortalité des arbres. Là, le petit graphe en haut à droite, que je trouve assez intéressant, montre, aux États-Unis, en Amérique et en Californie et cetera, l'augmentation du pourcentage de mortalité des arbres. Et c'est une augmentation qui est vraiment en soi, je trouve assez effrayante puisqu'elle est pas loin des fois 2 dans certains endroits, et dans d'autres pays, elle est plus élevée qu'un fois 2. Donc on est vraiment dans une conjoncture qui est un petit peu, inquiétante. Et donc on a vraiment des forêts, en fait, qui vont se dessécher, comme ce qu'on peut voir en bas à droite, avec beaucoup d'arbres qui meurent et qui prennent feu à cause de ça. C'est un peu l'une des raisons de pourquoi, en fait, est-ce qu'on a beaucoup de de feux de forêt qui sont produits dans certaines régions. Donc ça, c'est une carte que je trouve qui est assez intéressante, qui montre, en fait, la position des grands événements liés à, des températures plus hautes dans le monde. Et ce qu'on peut voir en fait, c'est que si historiquement dans les années 1970, c'était situé dans des zones qu'on connaissait comme étant un peu arides, comme en Afrique, ou en Asie, on a eu un déplacement de beaucoup d'événements, de sécheresse et de ce genre de choses, dans des régions qui étaient pas forcément habituées, notamment le Canada ou les États-Unis, ou même l'Europe. L'Europe, c'est vraiment significatif, on voit qu'avec la couleur, on a vraiment une augmentation une apparition nouvelle de ce genre de phénomène, qui était pas connu avant. Le problème, en fait, ce sont des régions dont les arbres n'ont pas «l'habitude» entre guillemets de ce genre d'événement. Ça, c'est, une illustration qu'on retrouve beaucoup, dans pas mal de présentations au Canada et qui montre l'effet de la sécheresse de 2003 sur la mortalité des arbres et sur la perte de biomasse. Donc c'est quelque chose qui est corrélé, et ce qu'on voit, c'est que la sécheresse de 2003 a provoqué, une augmentation significative, de la perte de la biomasse,
Mais le problème, c'est que comme c'est une forêt qui n'est pas adaptée génétiquement, à ce genre d'événement, elle prend beaucoup de temps à se reconstituer. Ça veut dire que jusqu'à 2012, on s'est arrêté un peu après les autres sécheresses qui sont produites en 2017-2018. On voit que même 10 ans après la sécheresse qui est isolée et qui est que dans certaines régions du Canada ou de l'Australie auxquelles on peut penser, c'est quelque chose qui est très, très, visible, notamment en Europe. Donc ça, c'est vraiment une carte que je trouve assez intéressante, qui a été faite par, Vita. Et en fait, on voit dessus que, on voit l'effet, en fait, de la sécheresse sur la vitalité des arbres et ça explique un petit peu pourquoi est-ce que les sécheresses sont aussi inquiétantes. Donc, à chaque fois qu'il y a eu un événement de sécheresse, 2003, 2018 et 2019, et vraiment 2013, c'était la plus importante, on a une modification de la répartition des précipitations, donc en fait une difficulté à retenir l'eau dans les environnements, donc un changement, de l'apport en eau des arbres. Et on a vraiment une grosse perte, de l'index de santé de végétation. Ce qui fait qu'en fait, ça ne dit qu'une chose, les sécheresses dans certaines régions sont vraiment difficiles à être supportées par la végétation et sont très dangereuses, pour les forêts. Le problème, c'est qu'en fait, avec les différents on a différents scénarios d'évolution, des températures. Donc ça, je pense que c'est assez connu, c'est les RCP et en fait, ce qu'on voit, c'est que, plus on va avancer dans le temps, surtout si on n'arrive pas à avoir une réduction de la pollution, significative et une diminution de la vitesse à laquelle le réchauffement climatique se produit, on risque d'avoir une accélération assez importante de la quantité de sécheresse dans le monde. Or, le problème, c'est que si nos forêts prennent trop de temps à se reconstituer, la mortalité va accélérer de façon incontrôlée et on va avoir des gros problèmes sociétaux. Notamment parce que déjà les forêts meurent à cause de ce genre d'événement, mais aussi parce que les surfaces agraires et les pâturages sont concernés par ce genre d'événement. Ça, c'est un graphe qui monte en fonction des projections. Donc, par exemple, on a le RCP 8.5, 4.5 et 2.6. Donc, c'est les augmentations de température qui sont projetées par les instituts climatiques. On a une estimation de le pourcentage, d'espace qui serait concerné. Donc en bas, c'est en millions d'hectares et en haut, ce que je trouve assez visible et assez compréhensible, c'est le pourcentage en Europe. Et ce qu'on voit, c'est que dans le pire scénario, on aurait 60 de nos terres qui sont utilisées pour l'alimentation, qui risqueraient d'être, impactées par les sécheresses et on peut imaginer des effets sociétaux qui sont assez catastrophiques. Voilà. Ça, c'était un petit peu le côté, on va dire, alarmant pour parler de pourquoi est-ce que la mortalité des arbres, c'est un problème qui est pris très au sérieux, dans pas mal de pays désormais. Et maintenant, on va parler du projet Fast-Phéno et des solutions qui sont possibles. Donc, déjà, la première solution, c'est de réduire les gaz à effet de serre, souvent ce qui est abordé. Et en fait, ce qu'on entend dans pas mal de présentations, moi j'ai entendu, dans les présentations de mes collègues, c'est qu'ils disent que le problème, c'est qu'on va aller quand même dans une direction de réchauffement climatique dans tous les cas. Donc on aura une augmentation des sécheresses. Donc on a besoin de solutions pour pouvoir, malgré tout, bah, réussir à protéger nos forêts et à éviter que le carbone qu'elles contiennent se disperse. On a aussi les politiques de protection des forêts pour éviter qu'elles soient déforestées. Mais vraiment le problème est plus sur le côté, qu'est-ce qu'on fait avec des espèces et la reconstitution des forêts. Donc les politiques de management des feux de forêt et des sécheresses ne permettent que de, entre guillemets, «mettre un pansement sur, le problème», mais en fait, on va pas être capable, avec l'augmentation de tout ce qui se passe, de le gérer. C'est ce qui a amené, en fait, à la création du projet Fast-Phéno, qui est vraiment de se dire: «OK, on a besoin maintenant d'une compréhension fine de l'évolution de nos forêts et des génotypes qui sont potentiellement les plus résistants, à, l'évolution climatique qu'on a, pour pouvoir replanter, les bonnes espèces d'arbres dans les forêts», quelque chose qui est fait depuis très longtemps, par les services de protection des forêts, pour, bah, juste faire en sorte que nos forêts tiennent le coup face à ces évolutions. Ça veut dire, en fait, en gros, heu, arrêter de juste replanter des espèces qui sont communes à celles de l'endroit, mais c'est de trouver parmi les espèces présentes, quels sont les génotypes les plus résistants et de donner un coup de pouce à nos forêts pour qu'elles soient plus adaptables au réchauffement climatique. Donc ça, c'est vraiment le slide qui a beaucoup été présenté, dans mon institut, dans mon projet. On voit que la stratégie actuelle de protection des forêts, c'est vraiment, on sélectionne des arbres pour avoir des arbres qui sont productifs, par exemple en termes de bois, ce genre de choses et qui repoussent vite et eux, leur idée, c'est de développer des outils qui permettent en fait de trouver des arbres qui s'adaptent bien au réchauffement climatique pour, entre guillemets, «essayer de résister et de les protéger face au changement climatique». Donc le projet Fast c'est vraiment centré autour de ça. C'est l'idée de trouver comment est-ce qu'on fait des forêts qui résistent aux feux de forêt.
résiste aux sécheresses et au changement climatique. Et le problème que pour faire ça, c'est qu'en fait, c'est très compliqué à faire, heu, avec les technologies actuelles. C'est-à-dire que quand en fait on veut protéger une forêt, donc on doit l'étudier et pour l'étudier, on doit envoyer énormément de personnes sur le terrain qui vont faire des mesures très régulières de sol. Ce qui dit des mesures régulières de sol dit, énormément d'argent et une incapacité à étudier de grandes zones. Donc en fait, leur idée à eux, c'est de dire: «On a besoin d'outils, plus performants et ces outils peuvent être peut-être faits via des drones qui sont devenus beaucoup moins chers ces dernières années et beaucoup plus performants». Donc vraiment l'idée, c'est d'implémenter, des outils de phénotypage, sur des drones pour, étendre notre sélection génotypique des forêts et des arbres à replanter, pour améliorer l'adaptation, de ces espèces au réchauffement climatique. Et le truc un peu qu'on dit pour les investisseurs au Canada, donc ça, c'est vraiment la façon d'intéresser donc beaucoup de monde, c'est de dire que ça, c'est d'énormes, gains puisque la les feux de forêt, ça coûte extrêmement cher pour des sociétés et que donc on peut imaginer que plus on avancera dans le temps et plus ça nous permettra, de faire des gains et d'éviter que les forêts, se dégradent et que ça devienne quelque chose de difficile à gérer. OK. Alors il faut en fait, de manière générale, pour essayer d'avoir des informations intéressantes sur l'évolution d'une forêt, s'intéresser à 3 traits de caractère principaux. La phénologie des arbres, c'est-à-dire en gros savoir s'ils résistent bien, au froid et qu'ils poussent assez vite. La résistance, à la sécheresse et la résistance aux espèces invasives. Donc c'est vraiment les 3 problèmes qui, enfin il y a 2 problèmes dedans et juste des caractéristiques de l'arbre. Mais ce sont vraiment des problèmes qu'on a vus, apparaître plus avec les variations climatiques. Donc le but du projet, l'idée du projet, c'est, d'essayer de faire cet outil-là au cours de 5 étapes. Donc c'est vraiment un travail, de biologiste pour, les services de protection des forêts canadiennes. La première, c'est de récupérer des données. Donc ça, c'est ce qui est fait depuis un bout de temps, c'est-à-dire que depuis 3 ans et même un peu plus que ça, il y a des équipes qui vont sur le terrain, 2 fois par mois, voire même plus. Donc ils prennent un gros camion, ils vont dans la forêt, ils sortent un drone, ils font des analyses et ce qu'ils font aussi en parallèle, c'est qu'ils font des mesures de sol. Donc ça, c'est les mesures classiques d'étude des forêts et on enregistre en parallèle avec un drone, les forêts pour voir si en fait on peut corréler les 2 informations et donc imaginer qu'on puisse avoir plus d'informations avec un drone que ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est vraiment l'activité 1, 2 et 3, qui est vraiment de construire un gros dataset de tout ça. L'activité 4 sur laquelle moi je suis positionné, ça va être de processer ces données qui sont un peu complexes à utiliser pour pouvoir en fait, assesser les traits, de terrain via les données du drone. Et la cinquième, qui est un projet que j'ai en parallèle avec, Vincent Lowe, c'est, faire un afficheur sur internet pour pouvoir en fait que les gens qui font de la protection des forêts puissent facilement identifier les espèces qui pourraient être résistantes au réchauffement climatique. Alors maintenant, je vais passer un peu sur les explications un peu plus tangibles. Donc, on a pas mal de forêts au Canada qui sont utilisées par Service Canada pour, étudier un petit peu l'évolution des forêts face, au réchauffement climatique. On a choisi Saint-Casimir, qui est dit d'un un site décidéus et naturel. Donc ce sont des arbres qui sont pas réguliers et qui ont, plusieurs sommets parfois, donc ce qui fait que c'est compliqué pour des questions d'intelligence artificielle et de segmentation d'images. On a la forêt de Pickering et de Pintendre. Donc c'est ce qu'on appelle des forêts jumelles. Ça veut dire qu'en fait, ce sont les mêmes génotypes mais ils sont positionnés à 2 endroits différents. Comme ça, on peut étudier l'impact géographique sur l'évolution de la forêt. L'autre chose qui est intéressante avec Pintendre et Pickering, ce sont des forêts artificielles dont on connaît tout le génotype des arbres. Il y a 4096 génotypes différents dans cette forêt. Ce qui en fait avec beaucoup de réplicas, ce qui en fait vraiment quelque chose de très intéressant à l'échelle des biologistes et un dispositif assez impressionnant. On utilise en fait un drone Freefly pour pouvoir faire nos mesures et ce qui a été identifié par les équipes au début du projet, c'est d'utiliser une caméra hyperspectrale pour faire nos analyses. Donc il y a des études plus petites qui ont montré qu'en fait, il était possible d'avoir pas mal de traits, de santé des arbres à partir de données hyperspectrales et donc en fait, l'idée, c'est d'enregistrer des forêts avec cette caméra pour pouvoir tout simplement, essayer de voir si on peut avoir les mêmes données que sur le sol et deviner, par exemple, les génotypes ou d'autres choses comme ça, avec des méthodes d'intelligence artificielle. On utilise aussi un lidar, mais c'est plus destiné à la séparation des arbres sur les images. Ça, c'est les données qu'on récupère généralement. Donc à gauche, c'est les 3 bandes qui sont les bandes RGB de la caméra hyperspectrale, on a 500 et à droite, on a les données lidar. Donc comme on est à 70 mètres de hauteur, le lidar est pas d'extrêmement bonne qualité. Il y a vraiment des questions de protocole sur
quel est l'équilibre à trouver entre une hauteur haute pour pouvoir couvrir un grand terrain et une précision suffisante pour tout ce qui est lidar. Donc c'est les résultats qu'on espère avoir dans quelques années. Ça, c'est les mesures de sol qui sont faites. Donc on a un peu de tout. On a la fluorescence des feuilles, la réflectance de la couronne de l'arbre, le potentiel d'eau. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est difficile puisque ça nécessite de se lever, vers 1 heure ou 2 heures du matin avant que les températures soient trop chaudes. Les échantillonnages de pigments, donc ça, j'ai déjà participé à des campagnes pour le faire où on doit couper sur quelque chose comme 150 arbres, des pigments qu'on va traiter après en laboratoire pour pouvoir extraire, des informations sur, la qualité des feuilles. Les capteurs d'humidité qui sont plutôt simples et les mesures classiques, de caractéristiques des arbres. Tout ça, ça nous permet de construire un dataset qu'on doit traiter pour pouvoir en fait, calculer nos traits distants. Donc ce traitement, il passe d'abord par la delineation des arbres. Donc ça, c'est vraiment mon travail à moi en tant que tel. C'est on prend les données qu'on a extérieures sur le drone et on essaie de faire des méthodes automatiques de découpage des arbres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'en fait, grâce à ça, on a centré les pixels, de plein de capteurs, autour de positions géographiques particulières et on peut les corréler en fait avec les données de terrain. Donc j'ai utilisé pour l'instant Mask RCNN, donc si vous voulez en parler un peu plus après, mais peut-être pas le cœur de la présentation et on obtient des résultats qui sont de ce type-là. Donc on a commencé à avoir des bons résultats et on commence à s'intéresser justement, à la prédiction de traits distants, via des méthodes d'intelligence artificielle. Donc maintenant, par rapport à la complétion du projet, donc je suis arrivé dans le projet en tant qu'expert en intelligence artificielle, puisque ce sont principalement des biologistes. On en est à 70. Donc on a 100 missions qui ont été récupérées depuis quelque chose comme 3 ans, ce qui est énorme. C'est une quantité de données qui est assez incroyable. On a récupéré beaucoup de traits, physiologiques différents. Donc on a les génotypes déjà et on a rajouté beaucoup de choses. Là, on est actuellement dans une phase où on étudie, le soil moisture du sol pour pouvoir comprendre pourquoi la forêt a évolué de cette façon et vraiment, on va dire, identifier qu'est-ce qu'on peut avoir, comme très distant avec le drone. Et donc c'est vraiment ça la dernière étape qui nous reste, qui on espère sera faite dans quelque chose comme 6 mois, heu, d'être capable de voir si tout ça marche et si l'investissement qui a été fait, sera fructueux. On voudrait aussi publier les données qu'on a, donc ça c'est quelque chose que je trouve qui est assez important, pour que d'autres instituts de biologie puissent les utiliser et qu'on puisse avancer sur ces questions-là et améliorer potentiellement le management des forêts et la protection des forêts à travers le monde. Merci beaucoup. Je répondrai à toutes les questions que vous voulez. Mmh. Merci, c'est très intéressant. Des questions? Oui? En fait, sur les forêts, il y a un enjeu, je crois, de diversité des arbres, peut-être. Ouais. Et quand on regarde souvent les forêts plantées, on va dire, il y en a qui disent c'est pas des forêts, quoi. Il n'y a pas de biodiversité. Voilà, donc en fait, sur cet enjeu-là, qui est un enjeu de résilience, bon, je pense qu'il y a ce problème, comment faire en sorte qu'il y ait de la diversité. Et il y a aussi un autre problème, c'est que, en fait, un arbre, ça met du temps à pousser. Et là, en fait, le changement climatique, il va quand même assez vite et on voit déjà pas mal de dépérissements quand même. Donc, comment faire, même si on a les meilleurs outils de diagnostic possibles, euh, comment faire pour faire en sorte que la forêt se régénère le temps que ça prend, quoi. Ouais. En fait, moi j'aime bien, c'est une image que m'a donnée mon supérieur, c'est qu'on a l'impression parfois d'être dans une barque qui coule et d'avoir un verre d'eau pour essayer de vider la barque. Ça veut dire que c'est un peu compliqué. Donc l'idée en fait, c'est qu'il y a des espèces d'arbres qui sont capables de pousser vraiment très vite, plus vite que d'autres, certains phénotypes et l'idée ça va être de trouver ce qu'on peut faire de mieux étant donné la situation. Mais oui, c'est compliqué. Les problèmes de variété d'arbres aussi sont très présents, hein, je veux dire, en tout cas, mais vraiment c'est ça le problème qu'il y a eu, c'est que, vraiment cette slide au début, je la trouve très intéressante, c'est que, jusqu'à maintenant, en fait, ce qu'on faisait avant, c'était vraiment des arbres productifs, donc on plantait la même espèce et là, on est vraiment dans des questions de, bah, quels sont les mix d'espèces qui seront intéressantes qui pousseraient assez vite pour essayer de pas trop perdre d'arbres et surtout leur pousse en fait, il y aura toujours un trou, je pense, en tous les cas. Ça veut dire qu'on va avoir une perte d'arbres et les arbres vont pas pousser assez vite.
Maintenant, la chose qu'il y a, c'est qu'il faut que les arbres qu'on plante aussi résistent et continuent. Ce qui fait que l'investissement qu'on aura de replantage sera fructueux dans quelque chose comme 30 ans, quoi. Mais ouais, c'est un vrai problème, hein. C'est pour ça que c'est bien que ça commence à être, à peine pris en compte comme ça. Après, des arbres, ça peut pousser vite, hein. Ça, par contre, c'est assez étonnant. Cette forêt-là, par exemple, elle a poussé lentement. Celle de Pintendre, qui est, au Québec, a poussé, c'est des arbres de 10 mètres presque maintenant, et elle a poussé en l'échelle de 10 ans. Donc il y a vraiment des espèces qui peuvent pousser très, très vite par contre. Donc fait ce qu'on peut quoi, en tout cas. Super. Il y a un moment, tu nous as montré un graphe de la déparition des arbres et ça avait l'air d'être progressif depuis très tôt. Donc, je me demandais si c'était même pas avant le réchauffement. Celui-là? Ouais, là, la courbe verte, ouais, elle commence à monter dès les années 50. Donc, c'est parce que c'est un truc schématique, c'est des vraies données, c'est. Alors normalement, ce sont des vraies données qui avaient été récupérées, c'est, la même étude, que celle de Hamon. Et en fait, c'est juste qu'aussi on avait bah, déjà à l'époque, on avait des premiers signes de réchauffement de la température, à une grande échelle et on avait aussi des problématiques de déforestation. Donc en fait, ça a commencé tôt, hein, mais il y avait déjà les premiers, signaux qui ont été envoyés par pas mal d'équipes de biologistes pour moi déjà dans les années 50 en fait. C'est juste que c'était pas trop écouté et que ça a accéléré, quoi. Et ben, il n'y a pas d'autres questions. Sinon, moi, j'ai. Ah si, Mohamed, vas-y. Je crois que l'année dernière, on a vu le Canada, on a vu les incendies spectaculaires, parce que ça a impacté beaucoup la perte de la densité des forêts au Canada. Mmh. Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de la question par Ouais, contre. c'était loin du micro. Il expliquait que c'est l'année dernière, alors, Ouais. il y a eu beaucoup d'incendies au Canada. Oui. Et est-ce que du coup, ben, ça avait beaucoup impacté, c'est ça? Ouais, bah, en fait, donc les graphes qu'on a, ça met pas mal d'années, en fait, à savoir dans quel état sont les forêts et à analyser les pertes en biomasse, puisque c'est pas des choses qui sont forcément, évidentes à calculer. Mais oui, les feux de forêt ont été, mais en fait, les feux de forêt, c'est un peu la conséquence finale des sécheresses et des mortalités d'arbres, dues à des sécheresses. Mais oui, oui, l'impact, c'est imposant puisque enfin voilà, le projet Phaspheno, il y a beaucoup d'autres projets qui sont de ce genre-là qui sont apparus, sont issus de politiques qui consistent à regarder et à aider la recherche pour la protection des forêts au Canada, parce que justement il y a eu ces incendies, ces problématiques qui sont accélérées, en fait. Mais ouais, ouais, c'est moi j'ai entendu qu'à Toronto, moi je suis à Toronto, on voyait la nu les nuages de fumée, des forêts qui brûlaient dans le nord, depuis la ville, quoi. Donc les Ouais. Canadiens ont une grosse inquiétude des feux de forêt actuellement dans leur pays. Une autre question, les traitements que vous faites pour analyser les images, c'est open source, c'est accessible. Alors ouais, ça c'est un peu alors, à l'heure actuelle, en fait, les images qu'on a, donc c'est des images qui ressemblent à ça, c'est issu de données hyperspectrales. Donc on a 500 bandes, dans le spectre visuel qu'on utilise pour, faire potentiellement des analyses et du lidar et le problème, c'est que c'est pas encore open source ce genre de données. Ça veut dire que les mes équipes à moi voudraient d'abord publier des résultats là-dessus, avant de diffuser les forêts et les images, de ces données-là. Faut savoir, ça représente, quelque chose comme 40 téraoctets, donc c'est pas aussi évident à publier aussi facilement que ça. Mais, il y a pas beaucoup de données qui sont publiées. En fait, pour être honnête, moi, quand je suis arrivé sur, la littérature du domaine, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait pas eu tant de recherches que ça et pas tant d'applications en deep learning typiquement de ça, de recherche là-dessus. Mais parce que ce sont des thématiques qui sont devenues, assez nouvelles. Ça veut dire que, historiquement, on utilisait avant du satellite pour faire ce genre d'analyse et le satellite est pas assez performant pour avoir beaucoup de données malgré tout, donc c'est des estimations très grossières et ça fait que depuis quelque chose comme 10 ans qu'on a des drones qui sont capables de faire ce genre de mesures et des caméras assez légères et assez précises pour pouvoir l'envisager de le mettre sur un drone. Donc c'est pour ça, c'est très récent et on espère faire partie des premiers gros datasets qui seront publiés dans le domaine, dans peu de temps. Côté IA, je me demandais le fait que les arbres soient bien alignés, etc., parce que c'est une forêt expérimentale.
Est-ce que Ouais. ça biaise pas les trucs de l'IA va s'habituer à analyser des forêts qui sont très rectangulaires et Ah oui, oui, bah, ça fait partie des problématiques. généralistes? Pour l'instant, on est vraiment dans l'idée que les biologistes, ils sont impatients d'avoir les résultats sur, les arbres. Donc en fait, en gros, moi, je travaille principalement sur les forêts, bien alignées et je fais juste un truc qui marche. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va faire des portages sur la forêt de Saint-Casimir. On a aussi une autre forêt qui s'appelle Turkey Point, qui est, plus complexe avec beaucoup de couleurs, beaucoup de variations d'espèces. Et en fait, l'idée vraiment, c'est on commence par le cas simple avec la forêt qui est alignée et après on passe aux forêts un peu, plus complexes. Dans tous les cas, là, on utilise des méthodes de deep learning et en fait, l'une des parties de mon travail, c'est, de procéder à la labellisation des forêts pour pouvoir en fait que l'on puisse appliquer des méthodes deep classiques, voir si ça marche et aussi ouvrir ce dataset à l'état de l'art pour que d'autres gens essayent d'améliorer les résultats qu'on a là-dessus. Mais les arbres Deciduous, donc tout ce qui est, naturel, c'est très compliqué à faire, hein. Je veux dire à l'œil nu, nous-mêmes, on aurait du mal, tu vois? Et, alors, je sais pas si tu l'as vu dit et j'ai pas bien interprété, mais donc vous arrivez à faire des prédictions sur, par exemple, l'humidité, sur les pigments, sur chaque axe, juste par la vision, arriver à prédire les éléments que vous mesurez. On sait pas encore en fait. C'est vraiment ça la question, c'est qu'on a récupéré des données de terrain qui sont des données qui sont généralement utilisées pour analyser l'état de santé d'une forêt. Et on espère en fait qu'avec les données hyperspectrales et les données de lidar, on puisse arriver à faire des estimations pas trop mal fiables de pas mal de données. Déjà, il y a une chose qui est sûre, c'est que la réflectance, c'est un capteur qui ressemble à celui de la caméra hyperspectrale. Donc ça, on devrait pouvoir réussir à le faire, même s'il y a des gros problèmes de luminosité, qui sont des problèmes classiques de robotique. On ne sait pas pour le reste. Le pigment, on peut espérer. Mais c'est vraiment c'est nouveau. C'est nouveau. On espère que ça marche. Il y a des résultats, des pré-résultats qui ont semblé montrer que ça pouvait marcher. Ouais, On c'était a ça que je aussi voulais savoir. Ouais. mmh. Oui, c'était les pré-résultats, si tu en avais. Oui, mais le problème, en fait, c'est que c'est pas encore des résultats qui sont, c'est des résultats «internes» entre guillemets. C'est-à-dire, c'est des études qui ont été faites et qui ont pas été publiées et qui sont en cours de publication. Le papier est pas fini, donc j'aurais bien voulu vous les montrer, j'avoue, mais je les ai pas moi-même, donc Ouais, il y a une question. Ouais. En fait, je me demande si, enfin, finalement, est-ce que j'ai l'impression que le seul critère qui est étudié, c'est ouais. savoir quel est le type d'arbre qui va résister le mieux. Mais oui, j'ai regardé ça. Enfin, c'est-à-dire que sur le cycle de l'eau, en fait, les arbres, les forêts ont une influence sur le cycle de l'eau, quoi. Et, euh, et comme Le tu n'entends pas bien? Je parle pas assez fort. Je disais, les arbres, ils ont une influence sur le cycle de l'eau. oui, Et là, on a un problème de sécheresse. ouais. Euh, Moi, ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un paramètre qu'on pourrait étudier, dans le sens, quel serait le type d'arbre qui permettrait à la fois peut-être d'attirer la pluie, parce qu'on sait que les arbres, peut-être il y a des aérosols pour attirer la pluie, et aussi les arbres qui permettent d'avoir peut-être le meilleur type de sol pour absorber la humidité, etc. Enfin, est-ce qu'il y a des études qui essayent de prendre en compte ce genre de facteurs quoi, sur le cycle de l'eau, quoi, en fait? Oui, bah, alors c'est une très bonne question donc ça j'avouerais que c'est des questions qui sont plus dédiées aux biologistes de mon équipe. Heu, En fait, c'est des questions qui sont un peu complexes puisque les analyses de type de sol sont très longues à faire et pas forcément, ils sont très chers et je pense que c'est des problématiques dont j'ai entendu parler. Ça veut dire que là, actuellement, quand on a planté, par exemple, la forêt de Pickering, qui est une grosse forêt, en fait, on s'est rendu compte que le terrain, avait des déséquilibres sur les niveaux d'eau qui ont eu des impacts sur la poussée des arbres, mais aussi sur la retenue de l'eau dans le terrain qui sont concernés et ça fait partie des choses qu'en fait, on est actuellement en train d'étudier dans la forêt. C'est-à-dire que moi, je suis actuellement en train de faire des modèles, de d'humidité du sol, on va dire de moisturization puisque je n'arrive pas à trouver la traduction, heu pour voir en fait quel a été l'impact de la forêt, comparé à la forêt jumelle qu'on a au Québec qui a aucun problème d'eau. Mais ça fait partie des choses qui sont étudiées en fait. C'est que
le côté géographique, et l'impact sur l'environnement et sur les sols fait partie des choses qui seront probablement étudiées par nos équipes.